Le chef de la pègre surprit sa domestique en train d'apprendre à sa fille aveugle à se battre dans la cave à vin. Il était furieux, prêt à la renvoyer sur le champ. Mais lorsque des hommes armés firent irruption chez lui à la recherche de sa fille, il réalisa que la discrète employée de maison n'était pas une simple préceptrice. C'était une combattante clandestine légendaire, disparue depuis 10 ans, qui préparait sa fille à une guerre qu'il n'avait jamais vue venir. Le son parvint aux oreilles de Stéphane bien avant qu'il n'ouvre la porte. Clac, clac, clac. Sec, rythmé, étrange. Il se figea en haut des marches menant à la cave à vin, la main encore posée sur la poignée en laiton. Il était rentré plus tôt que prévu des négociations au port de Marseille, chose inhabituelle pour un mardi, car une intuition lui avait dicté de le faire. Stéphane avait appris depuis longtemps à se fier à son instinct. C'est ce qui l'avait maintenu en vie dans un milieu où la plupart des hommes n'atteignaient pas la quarantaine. Les sons continuèrent bois contre bois, des frappes rapides et maîtrisées qui résonnaient à travers les fondations en pierre de la grande maison de campagne de la vallée de la Loire, comme un battement de cœur qu'il ne reconnaissait pas. Stéphane posa doucement ses chaussures en cuir silencieuses sur les marches de pierre froide. La cave à vin était censée être vide. Elle l'était toujours. Il la gardait ainsi délibérément, un espace pour stocker les grands crus, de vieux meubles, des choses oubliées, des choses en sécurité. À travers l'entrebâillement de la porte, il vit du mouvement. Sa fille de 12 ans, Manon, se tenait au centre de la pièce voûtée, les pieds bien ancrés au sol, tenant un bâton en bois à 2 mains. Ses cheveux sombres étaient rassemblés en une queue de cheval désordonnée. La sueur perlait sur sa nuque. Ses yeux voilés, aveugles de naissance, fixaient le néant, et pourtant, elle bougeait. Chloé, la domestique calme qu'il avait engagée 8 mois plus tôt, tournait autour d'elle comme un loup. Elle tenait un bâton identique, le frappant contre sa paume selon des rythmes irréguliers. La tête de Manon s'inclinait à chaque coup, suivant le son. « Encore » dit Chloé. Sa voix était froide. Professionnelle. Elle attaqua. Le bâton fendit l'air vers l'épaule gauche de Manon, et Manon bougea. Elle ne recula pas, mais s'avança. Son propre bâton remonta dans un blocage diagonal vif qui s'écrasa contre celui de Chloé avec une synchronisation parfaite. Stéphane retint son souffle. « Bien, dit Chloé, mais tu as hésité. L'hésitation, c'est la mort. Écoute l'air, Manon. Un coup s'annonce avant de te toucher. Le vent se sépare. L'espace se comprime. Ressens-le. » J'essaie, répondit Manon. N'essaie pas. Fais-le. Chloé attaqua de nouveau, cette fois plus vite. 3 coups en succession rapide. Haut, bas, haut. Manon bloqua les 2 premiers, mais le 3e la frappa à la hanche. Elle haleta, mais ne cria pas. « Qu'est-ce qui a failli » demanda Chloé. Le rythme a changé, dit Manon en respirant difficilement. Tu as fait une pause d'une demi-seconde avant le 3e coup. Je croyais que tu avais fini. Exactement. Ton ennemi mentira avec son timing. Fie-toi seulement à ce que tu entends, pas à ce que tu attends. La main de Stéphane se crispa sur le cadre de la porte. Son pouls battait fort à ses tempes. C'était de la folie. C'était dangereux. Manon était aveugle, fragile. Sa fille unique avait besoin de protection. Non, cette violence. Il poussa la porte brusquement. Les 2 silhouettes se tournèrent vers lui. L'expression de Chloé ne changea pas, mais sa prise sur le bâton se modifia. Un ajustement subtil que l'œil entraîné de Stéphane capta immédiatement. Défensive, prête. Le visage de Manon s'illumina. « Papa, tu es rentré tôt. » « C'est quoi ce bordel ?» La voix de Stéphane était basse, contrôlée. Le ton qu'il utilisait avant d'ordonner une exécution. « Surveille ton langage, papa, dit Manon, mais son sourire s'effaça en entendant la sévérité de ses mots. Chloé fit un pas en avant, s'interposant entre Stéphane et Manon. Le mouvement fut léger, mais délibéré. Cela enragea encore plus Stéphane. « Je t'ai posé une question, dit-il en fixant Chloé. Que fais-tu avec ma fille ? Je lui enseigne, répondit Chloé avec simplicité. Lui enseigner quoi ? À se blesser ? À mourir ? Stéphane pointa Manon du doigt. Elle est aveugle, pour l'amour de Dieu. Elle peut à peine descendre les escaliers sans aide.
Ce n'est pas vrai. La voix de Manon se brisa sous l'émotion soudaine. Je peux faire plus que tu ne le crois, papa. Va dans ta chambre, Manon. Non, écoute-moi. Maintenant. L'ordre dans la voix de Stéphane traversa la cave comme une lame. Manon serra la mâchoire. Ses yeux voilés brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle laissa tomber le bâton. Il heurta le sol de pierre avec un bruit obscène dans le silence soudain. « Tu me traites comme si j'étais en verre » murmura-t-elle. Mais le verre aussi peut couper. Elle se dirigea vers les escaliers, une main effleurant le mur de pierre. Ses pas étaient assurés, comme ceux de quelqu'un qui a pratiqué. Elle ne trébucha pas une seule fois. Stéphane attendit que ses pas s'évanouissent à l'étage. Puis il se tourna vers Chloé. « Vous êtes virée. » Chloé ne bougea pas. « Non, je ne le suis pas. » L'audace pure de ces mots le laissa stupéfait un instant. « Pardon ? Vous n'allez pas me renvoyer, » dit Chloé calmement. « Parce que vous savez que j'ai raison. Vous avez entouré Manon de gardes, de murs et de coton, mais vous ne l'avez pas protégée, vous l'avez rendue inoffensive. Et dans votre monde, monsieur Stéphane, les gens inoffensifs meurent. » Stéphane franchit la distance qui les séparait en 3 enjambées. Il était plus grand, plus massif, un homme qui avait bâti un empire sur l'intimidation. Chloé ne recula pas. « Vous ne savez rien de mon monde, dit-il d'une voix sourde. »« Non. » Quelque chose brilla dans les yeux gris de Chloé. Quelque chose de froid et d'ancien. « Vos ennemis savent que vous avez un point faible. Ils savent qu'elle est isolée, vulnérable. Combien de temps croyez-vous qu'il faudra avant que l'un d'eux décide quel est le moyen le plus facile de vous atteindre? J'ai une sécurité. La sécurité s'achète, se tue, se contourne. » La voix de Chloé resta ferme. Mais une fille qui peut se défendre elle-même, c'est quelque chose que personne ne peut lui enlever. Stéphane voulait argumenter, voulait crier, voulait jeter cette femme hors de sa propriété et oublier que cette conversation avait eu lieu. Mais il ne pouvait pas, car elle avait raison. « Sortez, dit-il. Je réglerai ça avec vous demain matin. » Chloé soutint son regard un long moment, puis hocha la tête une fois, posa le bâton avec soin sur une étagère à vin et passa devant lui vers les escaliers. Elle s'arrêta à la porte. « Votre fille est plus forte que vous ne le pensez, dit-elle doucement. La question est de savoir si vous êtes assez courageux pour la laisser le prouver. » Et elle partit. Stéphane resta seul dans la cave à vin, entouré des échos de la violence, et réalisa que ses mains tremblaient non de rage, mais de peur. Stéphane se servit un 3e verre de vin rouge de Bordeaux, un millésime sombre et corsé, mais ses mains ne se calmaient toujours pas. Le bureau était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lampe sur son écritoire qui projetait de longues ombres sur les livres reliés en cuir et les photographies encadrées. Dans l'un des cadres, Manon souriait à l'objectif avant de comprendre que ses yeux ne fonctionnaient pas comme ceux des autres, avant d'apprendre ce que signifiait être différente, avant que Stéphane n'apprenne que tout son pouvoir ne pouvait pas la guérir. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Seul un homme au monde avait ce privilège. « Tu as une mine épouvantable » dit Nicolas en refermant la porte derrière lui. Le bras droit de Stéphane avait 10 ans de plus que lui, les cheveux grisonnants et le regard calculateur d'un homme qui avait survécu à 3 changements de régime au sein de la famille. Il avait servi le père de Stéphane avant de servir le fils. « Je renvoie la domestique » dit Stéphane. Nicolas haussa un sourcil. « La calme Chloé ?» Elle apprenait à Manon à se battre dans la cave. Avec des armes. Des bâtons d'entraînement en bois. Nicolas le corrigea. « Je sais. » Stéphane releva brusquement la tête. « Tu savais ? » Depuis environ 3 semaines. Nicolas s'approcha du dressoir et se servit un verre. « J'ai fait vérifier par quelqu'un après que le personnel de nuit a signalé des bruits étranges. Cela semblait inoffensif. » Inoffensif ? Stéphane haussa le ton. « Manon est aveugle, Nicolas. Elle pourrait se blesser. Elle pourrait apprendre à se protéger. » Nicolas l'interrompit doucement. « C'est quelque chose qui mérite d'être considéré. Toi aussi. » Stéphane vida son verre de Bordeaux d'un trait et le regretta aussitôt. L'alcool n'aidait pas. Rien n'aidait. Nicolas s'assit dans le fauteuil face au bureau de Stéphane, prenant son temps. Quand il parla enfin, sa voix était douce mais ferme.
Tu te souviens de ce qui est arrivé au fils de Carmine? Stéphane serra la mâchoire. Tout le monde dans leur milieu s'en souvenait. Carmine était un chef de niveau intermédiaire. Son fils souffrait de paralysie cérébrale et était en fauteuil roulant. L'année précédente, une famille rivale avait enlevé le garçon lors d'une lutte de pouvoir. Il l'avait rendu en morceaux. Manon n'est pas. Manon est ton héritière, dit Nicolas. Ta fille unique. Ta faiblesse évidente. Il se pencha en avant. Tous les ennemis que tu t'es fait savent exactement où frapper pour te faire le plus mal. Et ils savent qu'elle ne peut pas les voir venir. C'est pour ça qu'elle a des gardes. Je les ai assignés. Combien? 8? 10? La voix de Nicolas se durcit. Stéphane, réveille-toi. Tu ne peux pas la protéger chaque seconde de sa vie. Elle a 12 ans maintenant. Bientôt elle en aura 15, 18, 20. Vas-tu la garder enfermée dans cette maison de campagne pour toujours, entourée d'hommes armés payés pour se soucier de sa vie ou de sa mort? Ils sont loyaux tant qu'ils sont payés. Nicolas posa son verre avec un claquement sec. La loyauté achetée avec de l'argent meurt à la seconde où quelqu'un offre plus. Tu le sais. Nous avons tous les deux acheté assez de loyauté pour comprendre exactement ce qu'elle vaut. Stéphane voulait contester. On ne peut pas doubler la sécurité, dit-il à la place. Triple A. Je veux qu'on surveille Manon 24 heures sur 24. Non. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux comme un défi. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Stéphane descendit dans ce silence dangereux qui précède la violence. Nicolas ne sia pas. J'ai dit non. Tu ne réfléchis pas clairement. Tu penses comme un père, pas comme un chef. Je suis un père. Alors agis comme quelqu'un qui veut que sa fille survive dans ce monde. Nicolas se leva, son ombre tombant sur le bureau. Sais-tu ce que je vois quand je regarde Manon? Je vois une enfant qui a déjà appris à naviguer dans un monde qu'elle ne peut pas voir, qui a mémorisé chaque pièce de cette demeure, chaque marche, chaque recoin. Qui ne se plaint jamais, ne pleure jamais, ne demande jamais la pitié. Ça demande de la force, Stéphane. De la vraie force. C'est une fille de ta lignée. Cracha Nicolas. Et dans 6 ans, si Dieu ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose, elle sera à la tête de cette famille. Et alors? Crois-tu que les autres familles respecteront une patronne qui ne peut même pas se défendre elle-même? Crois-tu que nos propres soldats ne verront pas la faiblesse et l'opportunité? Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel point. Stéphane ne l'avait jamais dit à haute voix, mais il y pensait la nuit quand il ne trouvait pas le sommeil. Que arriverait-il à Manon s'il mourait? Nicolas la protégerait-il? La famille se fracturerait-elle? Quelqu'un déciderait-il qu'il ne valait pas la peine de suivre une fille aveugle? Je ne veux pas de cette vie pour elle, murmura Stéphane. Je sais, dit Nicolas d'une voix adoucie. Mais c'est la vie qu'elle a. La seule question est de savoir si tu la prépares pour ça ou si tu la laisses sans défense. Avant que Stéphane ne puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir rapide, décidés, trop légers pour être ceux des gardes. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Manon se tenait dans l'encadrement, ses yeux voilés fixés sur un point quelque part par-dessus l'épaule de Stéphane, le menton levé en signe de défi. Elle avait dû écouter depuis le couloir. Bien sûr qu'elle l'avait fait. La petite a tout entendu, dit-elle clairement. Je ne veux pas de chien de garde. Je veux des crocs. Stéphane regarda sa fille, notant la fermeté de sa mâchoire, la droiture de sa colonne vertébrale, la façon dont ses mains fermes et suragrippaient le cadre de la porte pour garder l'équilibre, mais pas pour se soutenir. Quand avait-elle grandi autant? Quand avait-elle cessé d'être la petite fille qui avait besoin qu'il lui coupe sa viande? Manon. Commença Stéphane. J'ai tout entendu, papa. Sa voix ne tremblait pas. Oncle Nicolas a raison. Tu ne peux pas me protéger pour toujours. Mais elle peut m'apprendre à me protéger moi-même. Tu ne comprends pas ce que tu me demandes. Je comprends parfaitement. Manon entra dans la pièce, contournant les meubles de mémoire. Elle s'arrêta à 1 mètre de son bureau, exactement là où se placerait un visiteur. Je te demande d'arrêter de me voir comme si j'étais brisée. Je te demande de me donner une chance d'être forte. Je te demande de me faire confiance.
Stéphane regarda Nicolas, qui ne lui offrit aucune aide, juste un léger signe de tête. Il regarda de nouveau sa fille et réalisa qu'il était terrifié. Non pas par ses ennemis, ni par ses rivaux, ni par la violence qui encerclait constamment son empire comme des requins. Par ceci. Par le fait de la laisser partir, de voir Manon s'avancer vers le danger sans pouvoir l'en empêcher. J'y penserai, dit-il finalement. L'expression de Manon ne changea pas. Elle avait déjà gagné et ils le savaient tous les deux. Stéphane ne dormit pas cette nuit-là. À l'aube, il prit une décision qui le surprit lui-même. Au lieu de confronter Chloé de nouveau, il avait besoin de réponses. De vraies réponses. L'adresse que Nicolas lui avait donnée le mena dans un quartier que Stéphane visitait rarement. Trop pauvre pour valoir la peine d'être contrôlé. Trop obstiné pour être intimidé facilement. Les bâtiments étaient usés par le temps, leurs façades marquées par des décennies de négligence. Le club de boxe occupait le sous-sol d'une ancienne usine textile. Aucune enseigne à l'extérieur, juste une porte rouge à la peinture écaillée et le son lointain des poings frappant le cuir. Stéphane descendit seul les marches de béton. Il avait laissé ses gardes du corps dans la Citroën DS noire. Certaines conversations exigeaient de l'intimité. Le gymnase sentait la sueur, le liniment et le sang. Une douzaine de boxeurs frappaient dans les sacs et s'entraînaient sur des rings improvisés. La plupart étaient jeunes, affamés, désespérés et le genre d'hommes qui se battaient parce que l'alternative était de mourir de faim. Un vieil homme était assis derrière un bureau déglingué dans un coin, un œil laiteux à cause de la cataracte et l'autre aussi coupant qu'un éclat de verre. Il leva les yeux quand Stéphane entra et quelque chose traversa son visage tanné. De la reconnaissance, puis de la peur. On a déjà payé, dit rapidement le vieil homme. L'argent de la protection a été remis à vos collecteurs la semaine dernière. J'ai les reçus. Je ne viens pas pour l'argent. Stéphane tira une chaise sans y être invité. Je viens pour une femme. Elle s'appelle Chloé maintenant. Cheveux bruns, yeux gris, la vingtaine. Elle travaille comme domestique chez moi. Le vieil homme serra la mâchoire. Je ne la connais pas. Tu mens. Stéphane se pencha en avant. Et avant que tu ne mentes encore, comprends bien une chose. Je ne veux pas lui faire de mal. Je veux savoir qui elle est, ce qu'elle est. Parce qu'elle apprend à ma fille à se battre et j'ai besoin de savoir si je peux lui faire confiance. Le vieil homme l'étudia un long moment, puis soupira, un son comme de l'air s'échappant d'une chose scellée depuis trop longtemps. Vous ne la reconnaissez vraiment pas, n'est-ce pas? Je devrais? Peut-être pas. Elle avait un aspect différent à l'époque. Plus dur. Plus affamé. Le vieil homme se leva lentement avec un craquement d'articulation et se dirigea vers un mur couvert de photographies délavées. Ses doigts parcoururent les cadres jusqu'à s'arrêter sur l'un d'eux près du bas. Stéphane se leva et regarda. La photographie montrait une jeune femme au centre d'un ring grillagé, entourée par une foule de visages hurlants. Elle portait un short déchiré et une brassière de sport. Son corps était maigre et couvert de cicatrices. Et ses cheveux sombres étaient coupés brutalement courts. Son visage était fendu par un sourire sauvage. Du sang coulait de son nez et elle avait une main levée en signe de victoire. Stéphane reconnut la structure osseuse, les mêmes yeux d'un gris froid, anciens au-delà de leur âge. Mais tout le reste était différent. Cette femme semblait avoir été forgée dans un fourneau et trempée dans la violence. La louve blanche, dit le vieil homme à voix basse. C'est ainsi qu'il l'appelait. Invaincue en 47 combats. Elle a gagné plus d'argent en 2 ans que la plupart d'entre nous en toute une vie. Stéphane eut la gorge sèche. C'était il y a longtemps. Avant qu'elle ne disparaisse. Le vieil homme retourna à son bureau, se déplaçant comme si chaque pas lui faisait mal. Vous voulez toute l'histoire ou seulement les parties importantes? Tout. Le vieil homme se servit une rasade d'une flasque et n'en offrit pas à Stéphane. Elle a commencé à se battre quand elle avait 16 ans. Elle et son frère, un garçon nommé Léo, 2 ans plus jeune. Leurs parents sont morts sans rien leur laisser. Chloé s'est battue pour les nourrir et pour que Léo continue d'aller à l'école. Elle était bonne, un talent naturel, mais plus que ça, elle avait quelque chose en elle, quelque chose de froid et de précis. Elle ne se battait pas avec rage, elle se battait comme si c'était des mathématiques. Stéphane écoutait, essayant de concilier la femme de la photo avec la domestique calme qui avait été dans sa cave,
apprenant à Manon à écouter l'air. Elle est montée rapidement. Le vieil homme continua. Elle a commencé à attirer l'attention des gros capitaux, des organisateurs, des syndicats. Il la voulait dans le circuit clandestin des championnats, les vrais combats, ceux où les gens meurent. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle se battait pour l'argent, pas pour la gloire. Mais alors Léo est tombé malade. Il avait besoin d'une opération qu'il ne pouvait pas se permettre, un traitement expérimental d'un spécialiste en Suisse. La voix du vieil homme devint amère. Alors elle a passé un marché avec le diable. Un tournoi, 5 combats. Si elle gagnait, il payait tout. Stéphane savait déjà où cela menait. La sensation de malaise dans son estomac le lui disait. Le tournoi a eu lieu il y a 10 ans, dit le vieil homme. Organisé par un syndicat dans le district portuaire de Marseille. Beaucoup d'argent, de grands noms. Le genre d'événement où des hommes comme vous font fortune en pariant sur qui vit et qui meurt. Des hommes comme moi, répéta Stéphane doucement. La famille de Stéphane a financé ce tournoi. Le vieil homme le regarda dans les yeux. L'opération de votre père? Peut-être vous en souvenez-vous. Peut-être pas. Quel âge aviez-vous? 33 ans. Vous commenciez à reprendre les affaires. Stéphane s'en souvenait. Que Dieu lui vienne en aide, il s'en souvenait. Son père avait appelé ça une « expansion vers le divertissement ». Un sport sanglant pour les riches et les ennuyés. Stéphane était allé à un combat. Il avait vu la brutalité et avait dit à son père qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ça, mais il avait pris l'argent que cela générait. Il l'avait utilisé pour bâtir son empire. Chloé est arrivée en finale, continua le vieil homme. 4 combats gagnés. À peine touché. C'est alors que son frère est apparu. Léo, ce gamin stupide, s'est faufilé pour voir sa sœur se battre. Mais les organisateurs avaient d'autres plans. Ils savaient pour lui. Ils savaient qu'elle ferait n'importe quoi pour le protéger. Stéphane serra les poings. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont mis sur le ring. La voix du vieil homme se brisa. Ils l'ont opposé à un combattant qui faisait 2 fois sa taille. Ils ont dit que si elle perdait son combat, il serait indulgent avec le garçon. Il le laisserait vivre. Elle a perdu? Qu'en pensez-vous? Les yeux du vieil homme brillaient d'humidité. Elle a essayé. Mais l'autre combattant ne savait rien du marché. Il l'a attaqué de toutes ses forces. Chloé a dû se défendre. Elle a gagné en 90 secondes. Et pendant qu'elle gagnait, ils n'ont plus eu besoin de tenir leurs promesses. Ils l'ont tué, murmura Stéphane. Ils l'ont battu à mort devant 300 personnes, y compris sa sœur. Le vieil homme vida sa flasque. Chloé s'est battue pour sortir de ce bâtiment. Elle a envoyé 5 hommes à l'hôpital, puis elle a disparu. La louve blanche est morte cette nuit-là. Elle est devenue un fantôme. Stéphane resta figé, la photographie gravée dans son esprit. Maintenant elle est chez vous, dit le vieil homme. En train d'apprendre à se battre à votre fille aveugle. Vous voulez savoir si vous pouvez lui faire confiance? Il rit froidement. Ça dépend. Votre père a-t-il profité de la mort de son frère? Stéphane ne répondit pas. Il savait déjà. Stéphane retourna au domaine de la Loire alors que le soleil se levait sur les murs de la propriété. Il alla directement dans son étude et ferma la porte à clé. Pendant 2 heures, il resta assis en silence, regardant le vide, les mots du vieil homme tournant dans sa tête comme des vautours. Votre père a-t-il profité de la mort de son frère? Stéphane n'avait jamais demandé d'où venait l'argent. Il n'avait jamais voulu savoir. Il avait été trop occupé à consolider son pouvoir, à éliminer les rivaux, à bâtir quelque chose qui durerait. Bâti sur du sang qui n'était pas le sien. On frappa à la porte à midi. Douce et hésitante, la voix de Manon filtra à travers le bois. Ça va? Il n'allait pas bien, mais il ouvrit la porte quand même. Manon était dans le couloir, vêtue d'une simple robe en coton, les cheveux tressés. Elle semblait jeune, fragile, rien à voir avec la fille qui avait bloqué les coups dans la cave. J'ai pris une décision, dit Stéphane. Son expression ne changea pas, mais ses doigts se crispèrent sur le cadre de la porte. Tu peux continuer à t'entraîner avec Chloé, continua-t-il. Sous certaines conditions.
Je superviserai. Si je pense que tu es en danger, cela s'arrêtera immédiatement. Compris? Le visage de Manon se transforma. Le sourire qui s'y dessina était si pur, si sincèrement heureux, que Stéphane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Merci, papa » murmura-t-elle. « Ne me remercie pas encore » dit-il doucement. « Tu pourrais me détester pour ça avant la fin. » 2 heures plus tard, Stéphane était sur le balcon du 2e étage surplombant la cour intérieure du château. En bas, Chloé disposait quelque chose sur les pavés, un chemin d'objets que Stéphane ne pouvait identifier de cette distance. Manon sortit par l'entrée latérale, guidée par la main de Chloé. « Qu'est-ce que c'est » cria Stéphane. Chloé leva les yeux. Si sa présence la surprenait, elle ne le montra pas. La première vraie leçon. J'ai dit que je superviserais. Cela inclut de savoir ce que vous lui enseignez. Alors regardez, dit simplement Chloé. Elle mena Manon au début du chemin. Stéphane pouvait maintenant voir clairement. Un sentier sinueux marqué par de petites cloches attachées à des piquets à différentes hauteurs. Entre les cloches, Chloé avait éparpillé ce qui ressemblait à du verre brisé. « Êtes-vous folle » Stéphane agrippa la rambarde du balcon. « Elle va se couper. »« Le verre est trempé et poli, » répondit Chloé. « Il ne la coupera pas, mais il crissera sous ses pieds si elle fait un faux pas. Manon doit apprendre à se déplacer en silence, à comprendre que chaque pas qu'elle fait produit un son et que le son révèle sa position. » Stéphane voulait arrêter ça. Tous ses instincts lui hurlaient de descendre en courant et d'éloigner Manon, mais il avait fait une promesse. « Manon, » dit Chloé en baissant la voix à un ton que Stéphane dut s'efforcer d'entendre. « Ferme les yeux. » « Il ne fonctionne pas de toute façon, » dit Manon avec un petit sourire. « Je sais, mais le geste t'aide à te concentrer. La vue est une distraction que tu n'as pas. Profite de cet avantage. » Chloé fit un pas en arrière. Ce chemin fait 10 mètres de long. 9 cloches marquent la route. Ton objectif est d'arriver au bout sans faire sonner aucune cloche ni marcher sur aucun verre. Comment je suis censé savoir où elles sont? Écoute. Chloé prit une petite pierre et la lança. Elle vola dans l'air et heurta la première cloche qui tinta doucement. Manon tourna la tête vers le son, le suivant. Le son voyage, continua Chloé. Il rebondit sur les surfaces et est absorbé par d'autres. Le métal sonne, la pierre non. Le verre crisse, les cloches chantent. Tout a une voix, Manon. Tu dois juste apprendre la langue. Elle lança une autre pierre. Une autre cloche sonna plus loin sur le chemin. C'est impossible, dit Manon, mais il y avait de l'excitation dans sa voix, pas de la peur. Rien n'est impossible, répondit Chloé. C'est juste difficile. Il y a une différence. Chloé se déplaça pour se situer au bout du chemin. Marche vers ma voix, mais écoute tout le reste. Manon prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Son pied atterrit sur un pavé. Sauf. 2e pas. Tout va bien. Au 3e pas, son pied frôla quelque chose. Une cloche tinta doucement. Stop, ordonna Chloé. Que as-tu appris? La cloche est plus basse que je ne le pensais. À la hauteur de la cheville. Bien. Réajuste tes attentes. Stéphane observa sa fille parcourir le chemin avec une lenteur agonisante. Elle toucha 4 cloches de plus lors du premier essai. Elle marcha sur du verre 2 fois. Le crissement l'effraya bien qu'il ne la coupa pas. Encore, dit Chloé quand Manon arriva au bout. Ils répétèrent l'exercice. Cette fois, Manon ne fit sonner que 2 cloches. Encore une fois. Une seule cloche. Stéphane perdit le compte du nombre de fois où Manon parcourut ce chemin. Le soleil monta plus haut, puis commença sa descente. La sueur assombrit la robe de Manon. Sa respiration devint plus difficile, mais elle ne se plaignit pas. Elle ne demanda pas d'arrêter. À ce qui devait être la 20e tentative, quelque chose changea. Manon s'arrêta au début du chemin, la tête inclinée de cette façon si particulière qu'elle avait. Puis elle fit un claquement sec avec la langue, comme quelqu'un appelant un chat. Le claquement résonna contre les murs de la cour. Elle claqua de nouveau, tournant légèrement la tête, écoutant le retour du son. Alors elle commença à marcher,
cette fois sans lenteur ni hésitation. Elle se mouvait avec détermination, avec des pas précis et mesurés. Son chemin s'incurva autour de la première cloche sans que ses pieds ne s'en approchent. Elle passa par-dessus le verre comme si elle pouvait le voir. Elle se baissa sous une cloche que Stéphane n'avait même pas remarquée, suspendue à hauteur de tête. Elle n'en toucha pas une seule. Quand elle arriva au bout, elle souriait. « Je les ai entendus, dit Manon à bout de souffle. Quand j'ai fait le claquement, j'ai pu entendre où étaient les cloches. Le son a rebondi différemment, comme si c'était des ombres faites de bruit. L'écho, dit Chloé doucement. Les chauves-souris l'utilisent pour voler dans le noir. Les dauphins l'utilisent pour chasser en eau trouble. Tu apprends à l'utiliser pour voir sans voir. Stéphane eut la gorge nouée. Manon se tourna vers l'endroit où il se tenait sur le balcon, et ses yeux voilés le trouvèrent avec une précision troublante. « Tu as vu, papa » cria-t-elle. « Tu as vu ce que j'ai fait » J'ai vu, réussit à dire Stéphane. Il vit sa fille marcher dans un monde où il aurait dû lui être impossible de se mouvoir. Il la vit sourire, sûre d'elle, vivante d'une façon qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il vit que Chloé enseignait à Manon quelque chose de plus précieux que le combat. Elle lui apprenait qu'être aveugle ne signifiait pas être sans défense. Et Stéphane réalisa avec un mélange de stupeur et de terreur qu'il voyait sa fille se transformer en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, quelqu'un de plus fort qu'il n'avait jamais osé l'imaginer. La rumeur commença dans un bar du port de Marseille 3 soirs plus tard. Un homme de main de bas étage nommé Enzo, ivre de pastis bon marché et de vin, raconta à son compagnon quelque chose d'étrange qui s'était passé au domaine de Stéphane. Son cousin travaillait là-bas aux cuisines. Il dit que la fille aveugle du patron s'entraînait avec une femme. Pas des exercices doux, mais un vrai entraînement. Le compagnon, un messager de la famille de Pierre, archiva cette information. Au matin, elle était parvenue aux oreilles de son patron. L'après-midi, elle s'était répandue dans le réseau criminel comme le sang dans l'eau. Stéphane l'apprit pour la première fois quand Nicolas entra dans son bureau et ferma la porte plus fort que nécessaire. « Nous avons un problème, dit Nicolas. Stéphane leva les yeux des manifestes d'expédition qu'il révisait. Qu'en avons-nous pas? Celui-ci est différent. Nicolas jeta un dossier sur le bureau. Rapport de renseignement de 3 sources différentes. Tous disent la même chose. Tout le monde sait pour l'entraînement de Manon. Stéphane serra la mâchoire. Qu'importe? Les domestiques parlent, les gardes parlent. Quelqu'un a vu quelque chose et la rumeur a couru. Nicolas s'assit lourdement. Mais c'est là que ça devient intéressant. Personne ne se moque de nous pour ça. Que veux-tu dire? Je veux dire que les autres familles ne rient pas du fait que l'enfant aveugle de Stéphane joue aux combattants. Elles sont inquiètes. Nicolas se pencha en avant. Parce qu'il y a 2 jours, quelqu'un a identifié Chloé. L'air de la pièce sembla se raréfier. Qui c'est? Demanda Stéphane à voix basse. Pour l'instant? Peut-être une 12aine de personnes des familles les plus importantes. Mais ce nombre grandit d'heure en heure. Nicolas sortit une photo de surveillance du dossier où l'on voyait quelqu'un franchir les grilles du domaine. Quelqu'un avait encerclé son visage en rouge. La famille de Pierre a un soldat qui avait l'habitude de parier sur les combats clandestins. Il l'a reconnu et l'a communiqué à ses supérieurs. Maintenant, tous se posent la même question. Pourquoi la Louve Blanche enseigne-t-elle l'art du combat à l'héritière de Stéphane? Stéphane se leva et s'approcha de la fenêtre. Le domaine s'étendait en dessous, calme et vert, trompeur. À quelle conclusion sont-ils arrivés? Demanda-t-il. Que tu te prépares à la guerre. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. L'entraînement de Manon n'a rien à voir avec la guerre, dit Stéphane. Il s'agit de la garder en sécurité. Eux ne le voient pas ainsi. Ils voient la Louve Blanche, une combattante légendaire disparue, réapparaître soudainement chez toi, entraînant ta fille, ton héritière. La voix de Nicolas se durcit. Stéphane, écoute-moi. Dans notre monde, il n'existe pas de préparation purement défensive. Quand un chef commence à affûter ses armes, tout le monde suppose qu'il prévoit de les utiliser. C'est de la folie. C'est de la survie. Nicolas se leva. 3 familles ont déjà augmenté leur sécurité. Les hommes de Pierre ont déplacé leurs opérations hors de la section et du port, notre territoire.
Il se consolide, se prépare à ce que tu fasses un mouvement. Je ne vais faire aucun mouvement. Mais ils ne le savent pas. La seule chose qu'ils voient, c'est que soudainement tu apprends à ta fille aveugle à se battre. Pour eux, il semble que tu construises quelque chose, une arme, un successeur, une menace. Stéphane se tourna vers son conseiller. Que recommandes-tu? Sincèrement? Je ne sais pas. Nicolas passa la main dans ses cheveux gris. Si tu arrêtes l'entraînement maintenant, tu paraîtras faible, comme si tu reculais devant une confrontation que tu n'as jamais initiée. Mais si tu continues, la tension montera. Quelqu'un pourrait décider d'attaquer le premier avant que Manon ne devienne ce qu'il croit qu'elle est en train de devenir. Elle a 12 ans, Nicolas. L'âge ne compte pas. Nicolas se dirigea vers la porte. J'ai doublé la garde du périmètre. J'ai ajouté une surveillance sur les routes principales menant au domaine. Mais Stéphane. Si quelqu'un veut vraiment atteindre Manon, les murs ne l'arrêteront pas. Tu le sais. Après le départ de Nicolas, Stéphane resta seul dans son bureau, regardant la photo de surveillance de Chloé. Pourquoi la louve blanche apprenait-elle à Manon à voler? Parce qu'il le lui avait demandé. Parce que sa fille l'avait supplié. Parce que pour la première fois depuis des années, il avait vu Manon sourire avec une joie authentique. Parce qu'il était fatigué de la garder dans du coton pendant que le monde affûtait ses couteaux. Son téléphone vibra. Un message de son chef de la sécurité, véhicules étrangers aperçus près du périmètre sud. Plaque diplomatique. Possiblement la famille de Pierre. Parti après 10 minutes. Stéphane serra le téléphone. Il les surveillait, évaluait, mesurait. Un autre message. Celui-ci d'un contact dans le district ouest. Rumeur dans la rue. L'enfant aveugle de Stéphane n'est plus si inoffensif. Les chefs du syndicat posent des questions. Beaucoup de questions. Stéphane effaça les 2 messages et sortit de son bureau. Il trouva Manon dans la bibliothèque, assise près de la fenêtre avec un livre en braille. Chloé était proche, silencieuse comme toujours, ses yeux gris suivant son entrée. Manon, dit Stéphane doucement. Sa fille se tourna vers lui. Oui, papa? Il voulait tout lui raconter. Il voulait lui expliquer que son entraînement était devenu une déclaration politique qu'elle n'avait jamais voulu, que maintenant le monde l'observait, interprétant sa force comme une menace au lieu d'une victoire. Il voulait lui dire d'arrêter. Mais en la voyant assise là, le dos droit, les doigts bougeant avec confiance sur les lignes, lisant, apprenant, vivant d'une façon qu'elle n'avait jamais faite auparavant, il ne put pas. Comment se passe l'entraînement? Demanda-t-il à la place. Le sourire de Manon aurait pu illuminer la pièce. Chloé dit que je m'améliore. Hier, je pouvais entendre les battements de son cœur à 3 mètres de distance. Savais-tu que les cœurs des gens ont des rythmes différents? Le sien est très lent, très contrôlé, comme un tambour qui n'accélère jamais. Stéphane regarda Chloé qui lui rendit son regard sans expression. C'est bien, dit-il. C'est très bien. Ça va, papa? Tu as l'air inquiet. Je suis toujours inquiet. Il se força à sourire. Elle ne pouvait pas le voir. C'est mon travail. Après qu'il fut parti, Chloé s'approcha du fauteuil de Manon. Il a peur, dit Manon doucement, les doigts encore sur le braille. Oui. Chloé hocha la tête. De ce que je suis en train de devenir. De ce que cela signifie qu'il le permette. Chloé fit une pause. Ton père a passé 12 ans à construire des murs autour de toi. Maintenant, il apprend que la protection la plus forte n'est pas les murs. C'est de s'assurer que tu n'en aies pas besoin. Manon ferma le livre. L'entraînement cause des problèmes, n'est-ce pas? Je le sens à la façon dont tout le monde bouge maintenant. Les gardes sont différents, plus rapides, plus tendus. Le monde réagit au changement. Est-ce normal? Est-ce dangereux? Chloé resta silencieuse un long moment. Oui, dit-elle enfin. Mais se cacher du danger ne le fait pas disparaître. Cela signifie seulement que tu ne le verras pas venir. Je ne vois jamais rien venir, dit Manon avec un petit rire amer. Tu te trompes. La main de Chloé toucha brièvement l'épaule de Manon. Tu entends tout. Et bientôt, cela suffira. Dehors, au-delà des murs de la grande maison,
la ville observait et attendait. Dans des arrière-salles enfumées et des restaurants coûteux, les hommes qui gagnaient leur vie par la violence chuchotaient à propos de la famille de Stéphane, d'une fille aveugle qui apprenait à se battre, de la louve blanche émergeant de son hibernation d'une décennie, et de ce que tout cela signifiait. Et peu à peu, inévitablement, ils commencèrent à se préparer non pour la paix, mais pour la guerre. Au 5e jour d'entraînement, Chloé annonça à Manon qu'elles allaient faire une excursion. Cela ne plut pas à Stéphane. Elle ne quitte pas cette propriété. Elle a besoin de sécurité, dit-il, debout dans le vestibule, les bras croisés. Là où nous allons, les hommes armés attirent l'attention, dit Chloé. Pour l'occasion, elle portait des vêtements sombres et pratiques, prêts au combat. L'attention va à l'encontre du but. Quel est le but? Exactement. Enseigner à Manon à se débrouiller dans le chaos. Elle ajusta le sac qu'elle portait en bandoulière. Votre domaine est contrôlé. Il est prévisible. Chaque son a sa place. Mais le monde réel n'est pas comme ça. Si Manon doit se défendre, elle a besoin d'apprendre à entendre à travers le bruit. Manon se tenait entre eux, tournant la tête d'un côté à l'autre pendant qu'ils discutaient. Elle avait appris à suivre les conversations par la direction de la voix. Une autre compétence que Chloé lui avait enseignée. Papa, dit-elle doucement. Je veux y aller. Tu ne sais pas où tu vas. Peu importe. Manon leva le menton. Je fais confiance à Chloé. Les mots frappèrent Stéphane plus fort que n'importe quel coup. Sa fille faisait confiance à cette femme, à ce fantôme au passé violent et au secret qui n'était pas encore sorti au grand jour, plus qu'elle ne faisait confiance à ses instincts protecteurs. Peut-être que cela en disait plus sur lui que sur Chloé. D'accord, dit-il finalement. Mais revenez avant la nuit. Et Manon. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Sois prudente. Je suis toujours prudente, papa. Non, dit Stéphane doucement. Tu es toujours courageuse. Il y a une différence. Le district industriel s'étendait à l'extrémité ouest de la ville, un cimetière d'usines en faillite et d'entrepôts abandonnés. Chloé conduisit Manon à travers des portails rouillés et des bâtiments aux vitres brisées, leurs pas résonnant sur le béton fissuré. Manon marchait une main sur le bras de Chloé et l'autre légèrement tendue, utilisant la technique des claquements qu'elle avait apprise. Chaque claque peignait le monde d'écho. Où sommes-nous? Demanda Manon. Une ancienne usine textile abandonnée depuis 7 ans. Parfaite pour ce dont nous avons besoin. Chloé la guida à travers une porte. Ici, personne ne nous dérangera. À l'intérieur, l'usine était une cathédrale en ruine. Les pigeons nichaient dans les poutres. L'eau goûtait quelque part dans l'obscurité. L'air sentait la rouille, la pourriture et le temps. Les claquements de Manon rebondissaient bizarrement, distordus par le vaste espace vide. C'est grand, dit-elle. Très grand. 30 mètres de long, 20 de large et 10 de haut. Chloé la mena au centre de la pièce. Maintenant, dis-moi ce que tu entends. Manon inclina la tête et écouta. Je crois que l'eau goutte côté est. Quelque chose bouge au plafond. Des oiseaux. Ta respiration. Ma respiration. Chloé fit une pause. On entend le trafic dehors, mais c'est loin, peut-être à un demi-kilomètre. Bien. Ta référence, c'est moi. Chloé s'éloigna. Maintenant, la vraie épreuve. Elle marcha vers le mur où elle avait posé son sac. Manon entendit des fermetures éclairs s'ouvrir, du métal racler. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Manon. Je t'enseigne le chaos. Le premier son fut une radio réglée sur de la friture statique. Le bruit blanc inonda l'usine, rebondissant sur toutes les surfaces. Manon tressaillit et se couvrit les oreilles avec les mains. Ne bloque pas, cria Chloé par-dessus le bruit. Apprends à entendre à travers. Un second son rejoignit le premier. Un martèlement mécanique, irrégulier et fort. Puis un troisième, une enceinte diffusant le bruit d'une foule. Des centaines de voix superposées. Manon tourna en rond, désorientée. Les sons l'accablaient de toutes directions, se superposant les uns aux autres jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus distinguer l'un de l'autre. « Chloé !» cria-t-elle. « Je ne peux pas. Je ne t'entends pas. » Il n'y eut pas de réponse.
Le cœur de Manon commença à s'emballer. Elle claqua la langue. Mais l'écho se perdit dans le chaos. Elle fit un pas en avant et manqua de trébucher sur quelque chose, un tuyau ou un débris. C'était mal, c'était trop. Elle voulait crier pour exiger que Chloé arrête tout ça. Écoute. Les mots surgirent dans son esprit. Ce n'était pas sa propre voix, mais une des phrases de ses sessions d'entraînement. Un coup s'annonce avant de te toucher. Écoute ce qui compte, filtre ce qui ne compte pas. Manon s'obligea à respirer, à arrêter de tourner, à rester immobile. Le bruit ne changea pas, mais quelque chose dans sa perception, si. Elle arrêta d'essayer de tout entendre et commença à écouter une seule chose. Des pas. Les pas humains avaient un rythme, un poids, un schéma que les sons mécaniques n'avaient pas. Sous le bruit statique, l'écho et la foule. Elle l'entendit. Doux. Mesuré. Se déplaçant lentement autour d'elle en cercle. Chloé. Manon pivota pour faire face au son. Je t'entends. Les pas s'arrêtèrent, puis recommencèrent, maintenant plus rapides, venant d'un angle différent. Manon suivit, tournant son corps pour les traquer. Chloé la testait, voyant si elle pouvait maintenir sa concentration. Les pas s'arrêtèrent de nouveau. Manon attendit, retenant son souffle. L'attaque vint par derrière. Manon sentit le déplacement d'air une fraction de seconde avant que la main de Chloé ne touche son épaule. Elle tourna sa propre main dans le mouvement de blocage qu'elles avaient pratiqué et agrippa le poignet de Chloé. Le bruit s'interrompit. Un silence soudain remplit l'usine, si complet qu'il semblait être une présence physique. « Comment as-tu fait » demanda Chloé. Sa voix avait quelque chose que Manon n'avait jamais entendu avant. De l'approbation. « J'ai arrêté d'écouter tout le reste, » dit Manon, la main toujours agrippée au poignet de Chloé. « J'ai commencé à t'écouter toi. Ton cœur bat plus lentement que le mien. Ta respiration est plus calme. Tes pas sont plus légers parce que tu sais comment bouger. Une fois que j'ai trouvé ces modèles, j'ai pu le faire. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes. Je pouvais t'entendre par-dessus tout le reste. Chloé retira doucement la main de Manon de son poignet. Assieds-toi. Elles s'assirent ensemble sur le sol froid en béton, le dos appuyé contre le mur. Mon frère ne pouvait pas faire ça, dit Chloé à voix basse. Filtrer le bruit. Quand ils l'ont mis dans ce ring, il y avait 300 personnes qui hurlaient. Il ne pouvait pas entendre son adversaire venir. Il ne pouvait pas se concentrer. La peur noyait tout le reste. Manon se tourna vers la voix de Chloé. C'est pour ça que tu m'enseignes. Pour lui, en partie. Chloé resta silencieuse un moment. Je l'ai mal entraîné. Je lui ai appris à être fort quand j'aurais dû lui apprendre à être intelligent. La force ne compte pas si tu ne peux pas penser sous pression. Tu étais la quantile. Ce seul mot portait le poids des années. Manon tendit la main lentement et trouva le bras de Chloé. Elle ne dit rien, la toucha juste pour lui faire savoir qu'elle n'était pas seule. Tu as peur aussi, dit Manon finalement. Ce n'est pas ça. C'était la même chose qu'elle avait dite pendant son entraînement, mais ici, dans cet entrepôt abandonné, cela signifiait quelque chose de différent. Si, admit Chloé. J'ai peur de te faillir comme je lui ai failli. Tu ne le feras pas. Tu n'en sais rien. Si, je le sais, dit Manon avec certitude. Parce que tu ne m'apprends pas à me battre, tu m'apprends à survivre. Il y a une différence. Chloé retint son souffle, puis rit, un son bref et sec, sans humour. Ton père avait raison, dit-elle. Tu es plus forte que personne ne le sait, y compris toi-même. Elles restèrent assises en silence un moment. Deux personnes unies par l'entraînement et le traumatisme, maître et élève, hantées et pleines d'espoir. Finalement, Chloé se leva. Une dernière épreuve et ensuite nous rentrons. Quelle épreuve? Trouve-moi dans le noir. Les lumières de l'usine, les quelques-unes qui fonctionnaient encore, s'éteignirent. Manon entendit les pas de Chloé s'éloigner puis s'arrêter quelque part dans le vaste espace. Cette fois sans son. Cria Chloé. Sans claquement, sans astuce, juste tes oreilles et ma présence. Trouve-moi. Manon se leva lentement. L'obscurité qui l'entourait n'était pas différente de toute autre obscurité.
Elle avait vécu toute sa vie dans le noir. Mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle commença à marcher. L'émissaire arriva un jeudi soir pendant le dîner. Stéphane entendit le chahut depuis la salle à manger. Des voix élevées à la porte principale. Ses équipes de sécurité interrompirent les conversations par radio. Il posa sa fourchette et regarda Nicolas dans les yeux de l'autre côté de la table. « Reste ici, dit-il à Manon, qui était assise à sa droite, les doigts naviguant délicatement sur son assiette. « Quelque chose ne va pas, dit-elle. Ce n'était pas une question. Juste les affaires. » Stéphane resta ferme. « Reste avec elle. » La domestique sortit de l'ombre près de la porte. Chloé avait été là pendant tout le repas, silencieuse comme toujours. Elle hocha la tête une fois. Stéphane marcha dans les couloirs de la demeure avec Nicolas à ses côtés, suivi par des gardes armés. La précision militaire était maintenant une seconde nature. Une violence chorégraphiée avant même de commencer. Dans le vestibule d'entrée, un homme attendait. Il était grand, portait un costume gris très cher qui coûtait probablement plus que la plupart des voitures. Son visage était anodin, du genre qui se fondait délibérément dans la foule, mais ses yeux étaient froids et professionnels. Derrière lui, visible à travers les portes principales encore ouvertes, 3 Citroën DS noirs étaient garés dans l'allée circulaire. Au moins une douzaine d'hommes se tenaient près des véhicules, les mains près de la ceinture. Une démonstration de force. « Monsieur Stéphane », dit l'émissaire avec un léger signe de tête. « Merci de me recevoir sans rendez-vous. »« Je ne me souviens pas vous avoir invité sur ma propriété, » répondit Stéphane avec sérénité. « Dites ce que vous voulez ou partez. »« Je vous remercie. » L'émissaire sortit lentement une enveloppe de sa veste, conscient des armes braquées sur lui. « Je représente une coalition d'intérêts, des familles qui ont noté des changements dans votre opération. » « Quels changements ? » La louve blanche. Pour commencer. Le sourire de l'émissaire n'atteignait pas ses yeux. Une mesure assez audacieuse. L'amener chez vous, entraîner votre héritière. Cela envoie un message. Je n'envoie aucun message. Vraiment ? L'émissaire posa l'enveloppe sur la table en marbre du vestibule. Indépendamment de vos intentions, le message a été reçu. Plusieurs familles interprètent vos actions comme une préparation à une expansion territoriale. On m'a demandé de vous transmettre une invitation. Stéphane ne toucha pas l'enveloppe. Quel genre d'invitation ? Un défi formel. Règles de tournoi, combat individuel. Le gagnant remporte les territoires disputés dans le port de Marseille, concrètement les entrepôts de la section et les routes maritimes. La salle devint silencieuse. Je n'ai pas de territoire disputé, dit Stéphane avec prudence. La section était à moi, elle l'a été depuis 6 ans. Elle était à vous. L'émissaire le corrigea. Au passé. 3 familles l'ont réclamée conjointement depuis ce matin. Elle vous offre l'opportunité de la récupérer honorablement sans guerre. Nicolas fit un pas en avant. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas simplement. En réalité, nous pouvons. La voix de l'émissaire se durcit. Vous avez dépensé des ressources en entraînement, en préparation. Vous avez amené la combattante clandestine la plus dangereuse de la dernière décennie. Vous bâtissez quelque chose, monsieur Stéphane. Les autres familles ont décidé de ne pas attendre de voir quoi, alors elles forcent une confrontation. Elles vous offrent une alternative civilisée au bain de sang, dit l'émissaire en montrant l'enveloppe. Les détails sont à l'intérieur. Le tournoi aura lieu dans 8 jours. Terrain neutre. Chaque camp fournit un champion. Règles standards. Premier KO ou soumission. Stéphane serra la mâchoire. C'était un piège, ça devait l'être. Les règles de tournoi ne signifiaient rien pour des hommes qui gagnaient leur vie en brisant les règles. Mais refuser signifierait la guerre, une vraie guerre, son domaine assiégé, ses gens tués. Manon, sa fille. Le sourire de l'émissaire s'élargit légèrement en lisant les pensées de Stéphane sur son visage. Ils savent pour votre fille, bien sûr, dit l'émissaire doucement. Une fille très courageuse qui apprend à se battre malgré ses limitations. Tout le monde est très impressionné. Ce serait dommage que ce conflit s'intensifie et qu'elle se retrouve prise entre 2 feux. Les enfants sont ceux qui souffrent le plus dans les guerres, n'est-ce pas ? Stéphane bougea avant de s'en rendre compte.
Il plaqua l'émissaire contre le mur, l'avant-bras pressé contre sa gorge, son propre pistolet dégainé et pressé sous la mâchoire de l'homme. Dans son dos, les gardes levèrent leurs armées, à travers la porte ouverte, les hommes armés près des Citroën firent de même. « Si tu menaces ma fille, murmura Stéphane, je tuerai toutes les personnes qui comptent pour toi, lentement, en commençant par toi. » L'émissaire ne résista pas, ne semblait même pas effrayé. « Je ne menace personne, dit-il calmement malgré la pression sur sa gorge. J'explique la réalité. Vous avez 8 jours pour décider. Accepter le défi et régler cela avec honneur ou refuser et affronter les conséquences. Ce sont vos options. » Stéphane le retint un instant, puis le repoussa. L'émissaire redressa son costume sans cesser de sourire. « Une chose encore, dit-il en se dirigeant vers la porte. Le lieu du tournoi est la même arène souterraine où s'est tenu le championnat il y a 10 ans. La même où la Louve Blanche a perdu son frère. Je suis sûr qu'elle s'en souviendra avec émotion. » Il s'arrêta à la porte, sa silhouette découpée contre la lumière du soir. « 8 jours, monsieur Stéphane. J'attendrai. » Puis il partit. Après être monté dans la Citroën de tête, la caravane s'éloigna, disparaissant par l'allée arborée. Stéphane resta dans le vestibule, le pistolet encore à la main et le cœur battant fort. « Patron, » dit Nicolas avec prudence. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Stéphane regarda l'enveloppe sur la table. Il n'avait pas besoin de l'ouvrir. Il savait ce qu'elle dirait. « On accepte, » dit-il finalement. « C'est un suicide. C'est évident que c'est un piège. Si nous refusons, ils viendront nous chercher de toute façon, mais ainsi nous avons une chance. » Stéphane rangea son pistolet dans son étui. « Ils veulent un champion. Nous leur en donnerons un. »« Qui ?» demanda Nicolas. « Aucun de nos soldats n'est entraîné pour combattre en tournoi. Pas contre le genre de tueurs qu'ils amèneront. » Stéphane ne répondit pas immédiatement. Il pensait à Manon dans la cave, bloquant des coups qu'elle ne pouvait pas voir, à Chloé lui apprenant à écouter à travers le chaos, à la Louve Blanche invaincue en 47 combats, à jusqu'où il irait pour protéger sa fille. « J'ai besoin de parler à Chloé, » dit-il à voix basse. Stéphane les trouva dans la chambre de Manon. Sa fille était assise sur le lit, encore habillée pour le dîner, les yeux voilés fixés sur la fenêtre. Chloé était debout près d'elle, posture alerte. Elles avaient tout entendu. « Bien sûr que oui. »« Papa, » dit Manon avant qu'il ne puisse parler. « Que voulait cet homme ?» Stéphane s'approcha de son lit et s'agenouilla, prenant ses mains dans les siennes. Elles étaient petites, délicates, sans marque de la violence qui définissait son monde. « Il va y avoir un combat, » dit-il avec douceur. « Un défi formel. C'est compliqué, mais... » Il m'a mentionné, l'interrompit Manon. Je l'ai entendu. Il me menaçait. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je sais, dit Stéphane en serrant ses mains. Mais papa, c'est à cause de mon entraînement, n'est-ce pas? Parce que les gens savent pour Chloé, ce qu'elle m'apprend. Stéphane ne pouvait pas lui mentir. Oui. Manon resta silencieuse un moment. Puis elle se tourna vers Chloé. La reine qui l'a mentionné. C'est là que ton frère est mort. Oui, dit Chloé doucement. Et maintenant mon père doit se battre là-bas à cause de moi. Non. La voix de Stéphane était ferme. Ce n'est pas ta faute, Manon. Ces hommes cherchaient une excuse. N'importe quelle excuse. Je suis juste la cible la plus faible. Manon termina. Sa voix ne vacilla pas. La fille aveugle, le moyen le plus facile de t'atteindre. Elle libéra ses mains de l'étreinte de Stéphane et se leva. Alors je suis fatiguée d'être faible, dit-elle. Fatiguée d'être la raison pour laquelle tu as peur. Manon se tourna vers son professeur. Combien de temps me faudra-t-il pour être prête? Vraiment prête. Chloé regarda Stéphane par-dessus la tête de Manon. Quelque chose passa entre eux. Une compréhension, une reconnaissance. 8 jours, dit Chloé. Peut-être. Alors nous avons 8 jours, dit Manon simplement. Enseigne-moi tout. Manon ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle s'allongea dans son lit et écouta la demeure respirer autour d'elle, les gardes patrouillant le périmètre, le vent dans les arbres de la cour,
les pas de son père dans son étude juste en dessous au marchant, s'arrêtant, marchant de nouveau. Et sous tout cela, le rythme constant et silencieux de la respiration de Chloé dans le fauteuil du coin. Tu n'es pas obligé de rester, dit Manon dans l'obscurité. Je n'ai pas peur d'être seule. Je sais, répondit Chloé. Je ne suis pas là parce que tu as peur. Alors pourquoi? Une longue pause. Parce que moi, j'ai peur. Manon s'assit, ses pieds touchant le sol froid. De quoi? Que l'histoire se répète. La voix de Chloé était à peine un murmure. Ton père me demandera de me battre dans cette arène. Il ne l'a pas encore fait, mais il le fera. Et je devrais retourner à l'endroit où tout a fini. Tu n'es pas obligé de dire oui. Si, je dois le faire. Le fauteuil craqua quand Chloé bougea. Parce que si je ne le fais pas, il enverra quelqu'un d'autre, quelqu'un de moins capable, et il mourra. Manon se leva et se dirigea vers où Chloé était assise. Ses mains trouvèrent les accoudoirs du fauteuil. Elle s'agenouilla face à son professeur. La position inversait leur dynamique habituelle. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé, dit Manon doucement. Pas la version que tout le monde connaît. La vérité. Chloé resta silencieuse si longtemps que Manon se demanda si elle refuserait. Alors elle commença à parler. Léo avait 14 ans. Il était petit pour son âge. Il avait les poumons fragiles depuis la naissance. C'est probablement pour ça qu'il tombait malade si facilement. Mais il était intelligent, très intelligent. Il voulait être ingénieur, construire des ponts. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Je me suis battu pour qu'il puisse accomplir ce rêve, pour qu'il ne finisse pas comme moi, à résoudre des problèmes avec ses poings au lieu de plans. Manon écoutait sans bouger. Quand il a eu besoin de l'opération, j'ai eu 2 choix. Le voir mourir lentement ou combattre dans le championnat clandestin. 5 combats brutaux contre des adversaires qui avaient déjà tué. La respiration de Chloé s'accéléra. Je lui ai dit de rester loin du tournoi. Je lui ai fait promettre. Mais il avait 14 ans, il était têtu et il ne comprenait pas ce qu'étaient vraiment ces combats. Il est venu quand même. Le soir de la finale, j'avais gagné 4 combats, on m'avait à peine touché. J'étais concentré, en contrôle. Et alors? La voix de Chloé devint creuse. Alors je l'ai vu dans la foule, un garçon maigre parmi une foule de tueurs. Quelqu'un l'avait amené là délibérément. Comme monnaie d'échange. Les mains de Manon serrèrent les accoudoirs. Ils me l'ont dit avant mon combat. Si tu perds, Léo affrontera sur le ring un combattant nommé Constantine, un psychopathe qui avait tué 3 hommes dans des tournois précédents. La respiration de Chloé s'accéléra. Ils m'ont donné 30 secondes pour décider. Que as-tu fait? J'ai essayé de perdre. Je jure que j'ai essayé. La voix de Chloé se brisa. Mais mon adversaire ne savait rien du marché. Il s'est jeté sur moi avec toute sa force et mon corps, mon entraînement a simplement réagi. Mémoire musculaire, instinct de survie. J'ai gagné en 90 secondes. Exécution parfaite. Le silence se prolongea. Et pendant que tu gagnais. Pendant que je gagnais, ils ont mis Léo sur le ring. Les mots de Chloé sortaient maintenant plus vite, désespérés de sortir. J'ai entendu le rugissement de la foule, différent de celui de mon combat. Plus fort. Plus cruel. J'ai couru, je me suis battu contre les agents de sécurité, mais quand je suis arrivé là, elle s'arrêta. Il n'était pas fait pour se battre. Murmura Chloé. Il ne savait pas comment se protéger. Il ne comprenait pas que supplier la clémence ne fait que pousser des hommes comme Constantine à frapper plus fort. La dernière chose que mon frère a dite avant de mourir, c'était